Mes chers collègues, à travers l'article 21, le gouvernement commet une quadruple erreur. La première erreur, c'est une erreur quant au but poursuivi. Est-ce en soumettant à déclaration l'IEF, monsieur le ministre, et en restreignant les conditions d'accès pour les familles à l'IEF que vous allez lutter contre le séparatisme? La réponse, elle est clairement non. Sur les 62 000 enfants éduqués en famille, 90% de celles qui font l'objet d'un contrôle, des inspections d'académie, sont bonnes. Et 8% qui font l'objet de remarques se redressent. Et il reste donc 2% d'enfants qui doivent être scolarisés. Le vrai problème, monsieur le ministre, ce n'est pas l'IEF. C'est le fait que le contrôle de l'IEF est insuffisant. On parle d'un taux de 70%. C'était d'ailleurs votre thèse, monsieur le ministre, devant le Sénat, puisque vous aviez expliqué au Sénat, avant le discours des Mureaux, il est vrai, que la situation juridique était bonne, qu'il n'y avait pas à la modifier. Ce qu'il fallait, c'est appliquer la loi, position que je partage. Vous l'avez dit et déclaré par écrit au Sénat. Monsieur le ministre, il faut donc renforcer les moyens en la matière. D'ailleurs, vous avez commencé à nous le dire et aider celles des familles à mieux encore éduquer leurs enfants. Certains ont été dire « mais ça va coûter cher à l'État ». Mais mes chers collègues, le contrôle une fois par an des IEF coûte bien moins cher que si on devait éduquer ses enfants dans le cadre de l'école publique ou de l'école privée, peu importe. Beaucoup moins. Donc, ces familles font faire des économies à l'État. Alors, vous pourriez mettre davantage de moyens là-dessus, monsieur le ministre. Mais, monsieur le ministre, quand vous nous indiquez que vos services ont découvert, c'était votre grand argument, ont découvert en Seine-Saint-Denis 2 écoles coraniques dont la moitié des enfants fréquentant ces écoles coraniques étaient déclarés en IEF, c'est grave. C'est grave, car ceci démontre que dans certains départements, le contrôle n'est pas correctement fait. Comment se fait-il qu'on n'ait pas découvert que la moitié de ces enfants qui étaient déclarés en IEF, est-ce que les familles ont été contrôlées, monsieur le ministre? Donc ça démontre la thèse que nous défendons nombreux, c'est que c'est un problème de moyens, ce n'est pas un problème de l'état du droit. C'est de faire respecter l'état du droit. Le vrai problème, donc, ce ne sont pas l'IEF, monsieur le ministre, ce sont les enfants qui n'ont aucune instruction. Et ce sont les mères qui sont chargées du contrôle de l'exhaustivité de l'instruction des enfants de 3 à 16 ans. Or, nous en avons beaucoup discuté en commission spéciale, les mères ne disposent pas des moyens techniques de contrôle. Le choix du code INSEE par l'Éducation nationale serait un progrès considérable qui permettrait de rapprocher les fichiers CAF et les fichiers fiscaux pour essayer de détecter les enfants non scolarisés ou non en IEF, puisque eux, ils sont déclarés, donc ce n'est pas eux qui posent problème. Première erreur. Deuxième erreur, une erreur juridique. L'article 21 constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de l'enseignement, puisqu'elle veut conditionner à une déclaration préalable et à un renforcement des critères l'exercice d'une liberté fondamentale. La jurisprudence du Conseil constitutionnel n'a pas tranché explicitement, ils n'ont jamais été saisis de cela. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une jurisprudence concernant l'enseignement privé qu'on pourrait assez facilement transposer et dans laquelle ils reconnaissent que l'instruction, qu'elle soit publique ou privée, est une liberté fondamentale. Mais le Conseil d'État, lui, a une jurisprudence qui n'a pas été publiée. C'est la jurisprudence qui est récente, du 19 juillet 2017, Association Les Enfants d'Apport et autres. Voilà ce que dit le Conseil d'État. Le principe de la liberté de l'enseignement qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République implique la possibilité de créer des établissements d'enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l'État, tout comme le droit pour les parents de choisir pour leurs enfants des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l'instruction au sein de la famille. Fermez le banc. Donc, il y a une jurisprudence claire du Conseil d'État.
Mais je suis étonné que peu de collègues aient cité ce que dit la défenseure des droits, parce que elle est accablante, ce qu'elle dit sur l'article 21, c'est accablant. Je vous en cite quelques extraits, quelques morceaux choisis. Quant à l'objectif visé, tout d'abord, en effet, la place de ces dispositions dans ce projet de loi interroge sur la possibilité qu'elles soient motivées par des seuls impératifs sécuritaires, plutôt qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. À ce titre, la loi viendrait remettre en cause l'instruction à domicile de nombreux enfants, aux besoins fondamentaux desquels elle répond pourtant de manière satisfaisante. Première observation. Deuxième observation. Quant à la nécessité et sa proportionnalité, d'une part, et sous toute réserve, l'étude d'impact n'apporte aucun élément clair et aucune visibilité sur les profils des enfants et des familles concernés actuellement par l'instruction à domicile et sur le risque de prosélytisme au sein de l'instruction dans la famille. Moi, j'ai fait une petite recherche sur tous ceux qui ont été condamnés pour terrorisme. Il n'y en a pas un qui avait été instruit en IEF. Aucun. D'autre part, continue la défenseure des droits, la loi du 26 juillet 1919 pour une école de la confiance vise déjà à clarifier et resserrer l'encadrement des contrôles pédagogiques de l'instruction dans la famille. Il semblerait utile de commencer par faire le bilan du renforcement des modalités et du contenu des contrôles introduits par cette loi, d'autant qu'un vade-mecum a été élaboré très récemment par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour présenter le cadre législatif et réglementaire du contrôle de l'instruction en famille. Vous l'avez certainement tous lu. Il est assez intéressant, ce texte. Plusieurs réserves méritent par ailleurs d'être formulées. Alors, les réserves constitutionnelles, enfin, je vous en passe, et des meilleures. Donc, il reste dans l'argumentation du gouvernement que vous nous dites, mais après tout, dans l'Union européenne, dans les 27 pays de l'Union, il y a 7 pays qui ont interdit l'IEF. Alors, je suis allé faire une recherche historique, monsieur le ministre. Vous nous citez l'Allemagne. Vous savez qui a interdit l'instruction en famille? C'est le régime nazi en 1938, quand il a décidé de dissoudre tous les mouvements de jeunesse et de mettre la main sur l'ensemble de la jeunesse. Premier exemple. Deuxième exemple, l'Espagne. J'ai fait une petite recherche. Vous savez qui a fait ça? 1939, le régime franquiste, qui va mettre la main sur l'instruction. Vous nous citez la Suède. Vous êtes mal renseigné dans l'étude d'impact. Parce que moi, j'ai été voir en Suède. J'ai appelé l'ambassade, tout ça. Vous savez que l'IEF est autorisé jusqu'à 7 ans en Suède. Donc, vous voyez, est-ce que vous voulez qu'on rejoigne des pays qui ont une histoire qui, heureusement, n'est pas la nôtre? Heureusement pour nous. Voilà. Alors, surtout, ne citez pas les exemples européens. Troisième erreur. On n'est qu'à la troisième. Une erreur pédagogique. Les taux d'échec, monsieur le ministre, sont-ils supérieurs en IEF ou inférieurs à ceux de l'école publique? Eh bien, la réponse, elle est négative. Il y a moins d'échecs en IEF que dans l'école publique. Et si l'IEF correspond aux besoins de certains enfants qui sont inadaptés à la pédagogie pratiquée dans l'école publique, ceci doit nous conduire à réfléchir, à voir comment on peut faire évoluer pour que la pédagogie pratiquée soit bien adaptée à la diversité des enfants. Et si le nombre de ces enfants qui réussissent d'ailleurs mieux que les enfants de référence, c'est assez logique, parce que les parents s'investissent énormément sur ces enfants. Eh bien, c'est une richesse collective pour la République. Et quand vous nous dites qu'il faut absolument scolariser, puisqu'il y a dans votre explication quelque chose qui dérape. Vous nous dites, les enfants qui sont éduqués en famille, ils ne sont pas socialisés. Mais c'est tout à fait inexact. Moi, j'ai reçu, comme beaucoup de collègues, énormément de familles, mais je peux vous dire qu'ils les font sortir, ils sont dans les clubs sportifs, ils leur font faire des visites qu'on ne peut pas faire dans un cadre, on peut en faire quelques-unes, mais eux, ils en font beaucoup plus. Donc c'est une vraie richesse pour notre nation d'avoir ces 62 000 familles qui investissent sur leurs enfants.
Et puis, dernière erreur, c'est peut-être la plus grave, c'est l'erreur psychologique à travers l'article 21 à l'égard des familles. Votre texte, ça constitue une agression. C'est comme ça que c'est vécu. Une agression à l'égard des familles qui s'investissent. Je vais vous raconter une histoire. Je faisais une permanence dans l'une de mes communes. C'est la commune de Morunes-Montois. Il y avait 20 personnes. Et arrive une femme qui commence à pleurer. Mais je lui dis, mais madame, que se passe-t-il? Elle a réussi à reprendre un peu ses esprits. Elle m'a dit, monsieur de Courson, est-ce que vous allez supprimer l'instruction en famille? Moi, j'ai 2 filles. C'était une famille tout à fait modeste. J'ai 2 filles. Eh bien, je lui ai dit, comptez sur moi pour me battre et on ira jusqu'au Conseil constitutionnel. On ira jusqu'au bout. Et elle pleurait, elle disait, mais pourquoi ils veulent me retirer mes filles, que j'éduque du mieux que je peux, et j'ai fait l'objet de contrôle, et le contrôle de l'inspection d'académie a été très bon. Vous ne vous rendez pas compte, monsieur le ministre, de la violence pour ces familles que constitue l'article 21. Alors, monsieur le ministre, vous avez encore une chance de vous en tirer, c'est de retirer l'article 21.